pour savoir qu'est-ce qui va se passer le jour après la prise de pouvoir par l'UPR. Est-ce que ça va être la fin du monde ou est-ce que ça va être la libération? Donc, cette conférence, elle est bâtie en 3 grands chapitres. Le premier grand chapitre, c'est les jours avant. Le deuxième chapitre, c'est les jours pendant. Qu'est-ce qui va se passer à l'arrivée au pouvoir? Qu'est-ce qu'on va décider dans les jours, les mois, les semaines et les mois qui viendront au cours de la première année? Et puis, il y a les jours après, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce que toutes les prophéties apocalyptiques vont se réaliser? Alors, les jours d'avant. Les jours d'avant, c'est plus l'UPR va monter en puissance. Et si on fait des journées comme aujourd'hui, avec une vingtaine d'adhésions dans la journée, on va aller quand même très très vite. Et plus évidemment, on va commencer à inquiéter l'oligarchie. Les jours d'avant seront marqués, comme c'est actuellement le cas, par l'aggravation persistante de la situation en France. Et cette aggravation risque de créer des troubles de plus en plus sérieux à l'ordre public. Alors, que nous donne ce graphique? C'est le nombre de chômeurs de 2001 à 2013 dans ce que Eurostat appelle Z17, c'est-à-dire la zone des États appartenant à l'euro, des 17 États appartenant à la zone euro. Donc, de 2001 à 2013, le nombre de chômeurs est passé de 11 900 000 dans les 17 États de la zone euro à 18 700 000, selon les statistiques officielles. Alors ça, vous trouverez cette statistique, vous ne la trouverez pas sous ce graphique, c'est moi qui l'ai fait à partir des statistiques disponibles d'Eurostat, mais vous pouvez le trouver. En revanche, ce que vous ne trouverez pas par Eurostat, c'est les statistiques de ce que j'appelle ZHE10, c'est-à-dire les 10 États qui sont restés en dehors de la zone euro. C'est assez curieux que Eurostat ne présente pas cette statistique. Elle est pourtant tout à fait intéressante, puisque les 10 États qui sont restés en dehors de la zone euro, tout en étant membres de l'Union européenne, le nombre de chômeurs est passé de 7 300 000 à 7 200 000 sur la même période. Ces 27 États sont donc tous dans l'Union européenne. Et l'intérêt de ce graphique, c'est que, comme je vous l'ai dit, il est sur 12 ans d'un côté, et d'autre part, c'est un agrégat de 17 États et de 10 États. Ça permet de gommer les situations conjoncturelles ou les situations spécifiques à tel ou tel État. Par exemple, dans Z17, vous avez à la fois la France, la Grèce, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. En revanche, dans ZHE10, vous avez la Pologne, le Danemark, le Royaume-Uni, la Suède, voilà, les pays qui ne sont pas entrés, la Hongrie, tous les pays de l'Union européenne qui ne sont pas entrés dans la zone hors euro. Donc vous voyez qu'en 2001, il y avait 4 600 000 chômeurs de plus dans les 17 pays qui ont adopté l'euro, ce qui est d'ailleurs normal puisqu'ils sont plus nombreux, ils sont plus peuplés. En revanche, ces 4 600 000 étaient devenus 7 100 000 en 2008 et ils sont devenus 11 500 000 en 2013, alors qu'ils sont tous dans l'Union européenne par ailleurs. Cet agrégat nous permet de conclure que c'est la preuve statistique est faite sur 12 ans que l'euro est la cause numéro 1 de la montée du chômage. La pauvreté, du coup, s'étend à toute allure dans les pays de la zone euro et en particulier en France. Et on voit donc désormais la pauvreté redémarre à toute allure, la pauvreté et la grande pauvreté. L'adoption de l'euro marque un changement d'orientation séculaire, le retour de la grande pauvreté. Et ça n'est pas seulement vrai en France, C'est vrai en Espagne, c'est vrai en Italie, c'est vrai en Grèce, c'est vrai au Portugal, c'est vrai aussi en Allemagne. Il faut arrêter de mettre dans la tête des Français que la situation serait idyllique en Allemagne. J'ai dit tout à l'heure sur la radio RCF, il y a maintenant des gens qui sont bac plus 5 en Allemagne qui sont payés 2 € de l'heure. D'ailleurs, il y a une grande partie de la population allemande qui n'est pas propriétaire de son logement, à la différence des Français où il y a un gros 50% de la population française qui est propriétaire de son logement. Alors, naturellement, cette montée de la pauvreté se constate au quotidien, en particulier dans les grandes villes. Dans les campagnes, souvent, la pauvreté est plus discrète. Et puis, il y a des réseaux de solidarité naturels. Mais dans les grandes villes, si vous habitez comme moi à Paris, je vous assure que tout le monde peut le constater de ses propres yeux. Actuellement, chaque jour ouvrable, la France perd 600 à 700 emplois industriels, une usine et 700 Français qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Alors, c'est les jours avant et puis
Et puis il y a les jours pendant. C'est-à-dire que finalement, eh bien, à la stupéfaction générale, à l'extrême désappointement de Washington, à l'allégresse de Moscou, Pékin et Caracas, eh bien, je suis élu. Alors à ce moment-là, il va se passer quelque chose, honnêtement, d'absolument inouï. Je vais appliquer le programme pour lequel j'aurais été élu. J'avoue que c'est à peine croyable. Et pourtant, c'est vrai, puisque j'ai consacré, vous voyez bien, je consacre ma vie à ça. Donc les jours pendant, eh bien, mettant en œuvre le programme, eh bien, je mettrai en œuvre l'article 50 du TUE et l'article 13 du TAN, le traité de l'Union européenne et le traité de l'Atlantique Nord. Alors, c'est quoi ces articles? L'article 50 du TUE, c'est le seul article qui permet de sortir de l'Union européenne. Il n'y en a pas d'autre. C'est également le seul article qui permet de sortir de l'euro. Il n'y a pas d'article spécifique dans les traités qui permettent de sortir de l'euro. L'article 50 nous dit quoi? Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union européenne. Donc ça veut dire déjà que c'est possible, puisque c'est écrit. L'alinéa 2 dit « L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen ». Notifie son intention, ça veut dire que c'est une formule juridique. Ça veut dire qu'il va falloir convoquer un conseil des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne et dire « Messieurs, mesdames et messieurs, la France a décidé de sortir de l'Union européenne. L'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait. » Il faut donc, 1, notifier, 2, négocier un accord de retrait. On va voir tout à l'heure ce que c'est que cet accord de retrait. Certains disent « Mais on va vous mettre des bâtons dans les roues. Ça ne sera pas possible de négocier cet accord, les autres États vont l'empêcher. Donc, en fait, ce que vous nous proposez n'est pas sérieux parce qu'on ne va pas pouvoir en sortir. » À quoi je réponds 2 choses. La première chose, c'est qu'est-ce qui vous assure que les autres États voudraient mettre des bâtons dans les roues des Français? Moi, je fais le pari absolument inverse. On l'a d'ailleurs vu récemment lorsqu'on a appris qu'au Royaume-Uni, le Premier ministre Cameron voulait faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Il y a un seul État au monde qui a protesté. Ce sont les États-Unis d'Amérique, qui ont envoyé le secrétaire aux affaires européennes, parce qu'ils ont au gouvernement américain un secrétaire d'État aux affaires européennes. J'ai dit, je redis, je prends la promesse que si nous arrivons au pouvoir, au gouvernement français, il y aura un secrétaire d'État aux affaires nord-américaines. Ah oui. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Si on vient vous regarder ce que vous avez dans votre réfrigérateur, si votre voisine vient vous regarder, ben vous allez dire « Attendez, chère madame, je vais aller voir ce que vous avez dans le vôtre. » C'est normal. Donc, moi, ce que je vois, c'est que le seul État qui a protesté, qui d'ailleurs a imposé à Cameron de reporter le référendum, ce sont les États-Unis d'Amérique. Vous imaginez que si les Allemands décident de sortir de l'Union européenne ou les Polonais, que les Français se disent on va empêcher les Polonais de sortir de l'Union? Mais pas du tout, le monde s'en fout. C'est d'autant plus pas ça qui va se passer que ce qui se passera en réalité, c'est que les Néerlandais, les Tchèques, les Hongrois, les Britanniques, qui ne l'ont pas fait avant, diront mais ils ont raison, les Français, on va faire comme eux. En d'autres termes, c'est pas qu'on aura des bâtons dans les roues, c'est qu'on aura un phénomène d'effet de souffle où on embarquera avec nous la moitié de l'Europe. Donc ça, c'est la première remarque que je fais aux gens qui vous disent on va mettre des bâtons dans les roues. Puis la deuxième remarque, c'est surtout que je veux dire, en plus de ça, vous ne connaissez pas le traité parce qu'il y a un alinéa qui est à l'alinéa 3. Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou à défaut 2 ans après la notification visée au paragraphe 2. Parce que si on n'arrive pas à aboutir à un accord de retrait, à défaut, ça veut dire au plus, 2 ans après, c'est terminé, on en sort de plein droit. Mais je voudrais dire un mot sur l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949, qui vaut le déplacement, qui est 2 étoiles dans le Michelin, mérite un détour. Après que le traité aura été en vigueur pendant 20 ans, ça fait bien plus de 20 ans que le traité de l'Atlantique Nord est en vigueur, depuis 1949, toute partie, ce qu'on appelle une partie en droit international, c'est un État signataire et ayant ratifié. Donc toute partie, ça veut dire tout État membre du traité de l'OTAN,
c'est l'OTAN, hein, l'Atlantique Nord, toute partie pourra mettre fin au traité en ce qui la concerne, un an après avoir avisé de sa dénonciation le gouvernement des États-Unis d'Amérique. C'est dire à quel point l'OTAN est complètement dans la main de Washington. Vous voyez que c'est très simple celui-là, cet accord. Il suffit d'avertir le gouvernement américain, dire nous partons. Alors, le calendrier. Entre J et J+7, le président de la République nouvellement installé présentera donc aux Français une réforme constitutionnelle. Et puis, dans la même foulée, on va également réintroduire le crime de haute trahison du président de la République. Parce que De Gaulle avait aussi prévu, dans l'article 68, de châtier le crime de haute trahison du président de la République. Or, ce crime de haute trahison a été lui aussi disparu de la Constitution, dans votre dos et dans le mien, par la loi du 23 février 2007, quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. Oh! Il ne faut pas avoir une idée derrière la tête pour enlever ça, à votre avis? Donc nous, on va réintroduire la notion de haute trahison, que d'ailleurs on étendra pas seulement au président de la République, mais également au Premier ministre, aux ministres, aux membres du gouvernement, et puis également aux députés et sénateurs. Et on précisera ce que c'est que la haute trahison, c'est-à-dire la trahison des intérêts du peuple français au profit de puissances étatiques étrangères ou de puissances privées et de lobbies industriels, économiques et financiers. Ça sera clair pour tout le monde. Nous en profiterons également pour introduire l'idée de référendum d'initiative populaire. Parce que ça suffit comme ça. Ça fait maintenant des siècles, en tout cas des années que les Français souhaitent avoir cette possibilité. Eh bien, nous la créerons. Il n'y a pas de raison que les Suisses aient leur votation, que les Californiens leur référendum d'initiative populaire, qu'en France ce soit interdit. C'est quand même un comble. Ce qui ne veut pas dire la suppression du droit de référendum du président de la République, qui continuera d'exister, mais on créera le référendum d'initiative populaire, comme c'est d'ailleurs prévu dans notre programme. On renverra une loi organique pour préciser les modalités d'application. Il faudra notamment définir le nombre de pétitionnaires, la validation par le Conseil constitutionnel, notamment conforme ou non à la Constitution française, et puis ensuite on fera des référendums d'initiative populaire. Et puis nous en profiterons pour introduire la reconnaissance du vote blanc de plein exercice, qui est beaucoup demandé par un certain nombre de gens qui s'intéressent à la politique et qui veulent cette reconnaissance, qui nous paraît tout à fait légitime. Vous savez ce que ça veut dire? Actuellement, si vous votez blanc, ça ne sert strictement à rien d'autre qu'à faire monter le taux de participation. Parce que si vous allez voter blanc, vous êtes considéré comme un votant. Donc ça fait monter le taux de participation. Mais en revanche, votre vote n'apparaît pas dans les suffrages exprimés. Donc dans les résultats, il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas comme dans les pourcentages de suffrages exprimés. Donc ça ne fait que, finalement, c'est le contraire de ce que vous souhaitez. Vous souhaitez montrer un désaccord quand vous votez blanc, et en fait, vous faites augmenter le taux de participation. C'est donc ça conforte les résultats de la personne qui est élue. Et le vote blanc de plein exercice, ça a une conséquence qui a déjà été utilisée, puisque le système que je décris existe en Suède et en Uruguay, de mémoire. C'est déjà arrivé en Uruguay que pour des élections municipales dans une ville, une assez grande ville, les votes blancs, une fois, sont arrivés en tête. Alors dans ce cas-là, lorsque le vote blanc arrive en première position, l'élection est annulée. Elle est reportée, il y a un délai qui est à prévoir par une loi organique, qui est reporté de 2 ou 3 mois. Elle est réorganisée, mais dans cette nouvelle élection, toutes les personnes qui se sont présentées au suffrage de la première sont interdites de se représenter à cette deuxième élection. Donc ça sera le paquet de réformes constitutionnelles qui sont des réformes lourdes quand même. C'est donc le deuxième morceau important de la procédure à suivre, c'est la négociation de l'accord de retrait de l'Union européenne. Alors, si on sort de l'Union européenne, la meilleure image que je peux prendre, c'est de comparer ça à un divorce. Avec l'accord de retrait, il va falloir trancher régler les problèmes existants. Parce qu'on n'a pas passé 57 ans depuis le traité de Rome à partager le lit, si j'ose dire, de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Belgique, de l'Italie, etc. On ne va pas que les quitter comme ça. Il y a quand même des choses qui existent entre nous. Qu'est-ce qui existe entre nous? Eh bien, il y a d'abord les traités. La France est actuellement liée à l'Union européenne par 521 traités. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça ne sera pas si compliqué que ça. La question de ces traités sera assez facile à résoudre, car soit la France n'en sera plus État partie du fait de la sortie de la France de l'Union européenne,
Donc on dit à la limite, tous ces 521 TT, point barre, on n'en fait plus partie, terminé, puis on règle l'affaire en une demi-journée. Soit la France négociera avec les autres États parties de l'Union européenne d'en rester partie si cette présence est souhaitée par notre pays, acceptée par les autres. Après tout, on peut sortir de l'Union européenne et envisager de rester dans le traité concernant l'accord entre les pays de l'Union européenne et l'Australie sur la viande de mouton. Peut-être que ça sera plus simple en définitive. En tout cas, il faut en parler. Il faut en parler avec nos partenaires, savoir qu'est-ce qu'on fait. En parler en bonne intelligence. Vous savez, tous les divorces ne se passent pas mal. Il y a aussi des divorces qui se passent bien où, entre adultes, le père et la mère se disent « Bon, ben voilà, on va arrêter un petit peu de se chamailler, ça sera beaucoup plus simple entre nous. » Et puis les gens règlent ça en adulte et en bonne intelligence. La France devra par ailleurs convenir avec ses partenaires de toute une série de détails techniques pour mener à bien ce divorce à l'amiable. Par exemple, l'accord de retrait devra trancher à partir de quelle date la France cesse de verser de l'argent à l'Union européenne. Il faudra également définir à partir de quelle date les représentants français au Parlement européen cessent leur mandat, nos députés européens. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen, par exemple, commence sa 31e année de député européen. Monsieur Le Pen, il va falloir un jour lui dire « Ça y est, c'est comme finita la commedia, terminé ». Et puis la fille aussi. De la même façon, ce que devient le Parlement européen de Strasbourg. Il n'y a plus de raison, d'ailleurs ça ne pourra plus avoir lieu, que le Parlement se tienne à Strasbourg. Nous établirons également à partir de quelle date les fonctionnaires français employés dans les institutions européennes, les fonctionnaires qui sont à la Commission, les fonctionnaires qui sont à la Banque centrale européenne, les fonctionnaires qui sont à la Cour de justice de l'Union européenne, etc., cessent d'exercer leurs fonctions, etc., etc. Les enseignements de tout ce que je viens de vous montrer sont importants, je crois. Le premier enseignement, c'est que la plupart de ces problèmes techniques devraient pouvoir être réglés dans les 6 mois ou 1 an. Le deuxième enseignement, c'est que tous les points que je viens d'évoquer sont indispensables à régler. Vous en êtes conscient. On ne peut pas sortir de l'Union européenne comme ça. Les parlementaires français qui sont à la Commission, à la Cour de justice, au Parlement, les députés, tous les traités qui sont en cours, et on en fait quoi? Donc c'est extrêmement concret ce que je vous dis. Alors, dans la mesure où c'est indispensable à régler, ça prouve 3 choses. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Nous sommes respectueux du droit, mais nous sommes aussi respectueux du bon sens et nous voulons rester en très bons termes avec les autres pays de l'Union européenne. D'ailleurs, je le dis souvent, c'est la construction européenne qui est en train d'aigrir les rapports entre les peuples. De plus en plus de Français redeviennent anti-allemands. Je ne parle même pas des Grecs, des Italiens, des Espagnols. Les partis politiques qui dénigrent l'article 50, le Front National et DLF par exemple, n'ont tout bonnement pas étudié la question. D'ailleurs, ils n'ont jamais fait de conférence comparable à la mienne. Ils n'ont pas étudié la question tout simplement parce qu'ils ne proposent pas de sortir de l'Union européenne. C'est tout simplement ça. Donc ils n'ont même pas réfléchi à ce qui se passerait lorsqu'on sortira de l'Union. Nous sommes le seul mouvement politique à avoir réfléchi et à le présenter publiquement. Ce qui confirme encore une fois à quel point nous sommes un mouvement honnête, compétent et fiable, puisque nous nous prenons à bras-le-corps les problèmes et puis on explique aux Français ce qu'il faudra faire. Les autres, ils font rien. Ce sont des fainéants qui se lancent des slogans et qui n'ont même pas réfléchi à ce qui se passerait s'ils arrivaient au pouvoir. Alors la sortie de l'euro, ce sera le troisième morceau important de ces réformes des jours pendant des premières décisions. La sortie de l'euro et le rétablissement du franc. Eh bien, nous fixerons d'abord la monnaie, le nom de la monnaie, pas de mystère. Conformément à toute son histoire nationale, la France adoptera le franc. Le franc, c'est-à-dire le libre. Parce que franc, ça veut dire libre, et ça veut dire aussi ce qu'il faut savoir. Ce qui est bon à savoir, c'est que la France est l'un des champions mondiaux de la production de billets selon les critères de sécurité des technologies les plus en pointe. La France dispose en effet de l'usine de la Banque de France à Chamalières, notamment, et de l'usine de l'entreprise privée François-Charles Oberture Fiduciaire, 3e imprimeur mondial de billets de banque et numéro 1 mondial des documents d'identification. Donc aucun risque technique de ce point de vue-là. Alors la fixation du taux maintenant, eh bien on fera un taux de conversion de 1 pour 1. Je l'ai annoncé, ça fait déjà 4 ou 5 ans que je l'ai dit, je persiste et signe. Certains pourront s'étonner en disant « Pourquoi est-ce que vous ne revenez pas au taux de change de 6,55, 957 ?» Mais ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait aucun intérêt si ce n'est que de rendre
aux Français un certain effroi par rapport au prix qu'ils acquittent. Quand vous payez un café 2 € ou 2,50 €, vous découvriez, si vous mettez par 6,55 957, que vous payez votre petit noir 18 francs. Ça fait froid dans le dos pour ceux qui se rappellent quel était le prix du café en 2001 quand on payait en francs. J'ajoute également que ça facilitera le travail des commerçants, de tous les distributeurs, et ça empêchera les phénomènes inflationnistes des taux d'arrondi. Parce que si vous êtes obligé de remultiplier tous les prix par 6,55 957, certains seraient tentés de multiplier par 7. Ce qui fait évidemment une inflation. Ce taux sera garanti pendant toute la procédure d'échange de billets, disons pendant 1 mois. Il faudra peut-être revoir la durée, peut-être qu'elle soit plus courte. On proposera aux gens de changer leur billet en euros contre un billet en francs. Puisque la France sortira unilatéralement de l'euro, celui-ci continuera d'ailleurs d'exister au moins pendant quelques temps. Les billets en euros qui n'auront pas pu être échangés contre des billets en francs, tout change administré, n'auront donc pas perdu de leur valeur, à la différence de ce qui s'est passé en 2002. Par ailleurs, le franc sera une devise convertible. Donc une fois la période d'échange administrée au taux garanti de 1 franc pour 1 euro, qui durera peut-être d'ailleurs moins d'1 mois, qui durera peut-être que finalement une semaine ou quelques jours, les billets en francs et les billets en euros resteront mutuellement convertibles, comme les billets en dollars, les billets en livres sterling, etc. Les autres problèmes techniques, eh bien les dettes et les créances des résidents et les dettes et les créances des non-résidents. Ça fait partie de ce qu'on vous raconte souvent. On vous dit, mais vous vous rendez compte, si on sort de l'euro, le franc va perdre 50% de sa valeur, ce qui ne sera pas le cas, mais il va perdre, mettons, 25%, ce qui est déjà plus probable, de sa valeur, et donc les dettes vont augmenter de 25%, 30%. La dette publique française va augmenter de 30%. Certains peuvent dire, attendez, vous êtes endetté en euros, et d'un seul coup, vous allez rembourser en francs. Or, le franc perd 25%, 30% de sa valeur. Vous nous remboursez en monnaie de singe. À quoi nous répondons que ça n'est pas exact, parce qu'il y a un taux d'intérêt qui est différent actuellement selon les obligations d'État. Ça veut dire qu'en réalité, si le taux d'intérêt que les marchés financiers demandent à la Grèce pour 10 ans est de 6%, alors qu'il n'est que de 2,2 à la France et 1,4 à l'Allemagne, c'est parce que les marchés financiers intègrent dans leurs anticipations la possibilité que sous 10 ans, l'euro est explosé et qu'il soit remboursé en drachmes dans un cas, en francs dans un autre cas et en Deutsche Mark dans le troisième cas. Donc ils facturent ce coût, ils facturent cette hypothèse. Donc nous serons fondés à dire, écoutez, la France a payé du 2,2 ou 2,3 quand l'Allemagne payait du 1,4. Les marchés financiers nous ont surfacturé par rapport à l'Allemagne par anticipation du risque qui maintenant se concrétise. Il s'est concrétisé, nous n'avons rien à payer. Nous avions payé une prime de risque pour ça qui se concrétise. Comprenez le raisonnement ? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière en même temps. La mise en œuvre des principales mesures du programme de libération nationale seront le grand point fort également des premières semaines et des premiers mois de notre nouvelle majorité, de notre nouveau gouvernement. Parce que si nous voulons sortir de l'Union européenne, ça n'est pas une fantaisie, ça n'est pas de la nostalgie, c'est pour répondre aux problèmes les plus urgents et les plus immédiats qui se posent aux Français. Alors ça veut dire quoi ? Les exemples de mesures permises par notre sortie de l'Union européenne. La première chose que nous ferons, c'est le rétablissement des autorisations préalables pour toute délocalisation d'entreprises à l'étranger. Et ceci, ça sera permis grâce à la fin de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise les délocalisations puisqu'il interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Actuellement, ce que l'on constate en France, c'est ça. Tous les jours, toutes les semaines, on apprend ici, le fabricant de lingerie, Le Jabi, délocalise et supprime 197 postes. Eh bien, nous interdirons ceci. Le Peugeot va délocaliser la prochaine C3 en Slovaquie. Nous interdirons cela. Electrolux délocalise son usine de Reims. Nous interdirons ceci. Et comment nous l'interdirons ? Tout simplement parce que nous refuserons les transferts de capitaux nécessaires pour construire les usines sur place
Et ces transferts de capitaux devront faire l'objet d'une autorisation de l'État, comme c'était d'ailleurs le cas sous Vincent Auriol, sous René Coty, sous Charles de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing, sous François Mitterrand, jusqu'au traité de Maastricht. Parce que c'est comme ça que ça se passait avant. Les entreprises, ça fait belle lurette qu'elles auraient aimé aller s'installer dans des pays à très bas coût de salaire, sauf que c'était niet. Il fallait obtenir l'autorisation de l'État, qui dit autorisation ne dit pas interdiction systématique. Je cite souvent l'exemple de Peugeot allant s'installer, allant créer une usine en Iran. Eh bien, la France avait étudié, le ministère des Finances avait étudié, est-ce que oui ou non, et puis on avait dit oui. Oui, pourquoi? Parce que c'était bon pour Peugeot. D'ailleurs, si Peugeot proposait le truc, c'est qu'ils jugeaient que c'était bon pour l'entreprise. Ça permettait à l'entreprise de se développer au Moyen-Orient, de fabriquer des 504 robustes pour le marché iranien, le marché afghan. Je rappelle qu'à l'époque, la cour de Kaboul, comme la cour de Téhéran, parlait entièrement le français. De développer également ces véhicules qui seraient commercialisés au Moyen-Orient. C'était bon également pour l'Iran, puisque l'Iran, n'ayant pas d'industrie automobile, voyait d'un seul coup une industrie automobile prendre pied chez elle. Certes, avec des capitaux étrangers, mais enfin, il vaut mieux avoir une entreprise automobile avec des capitaux étrangers que pas d'entreprise automobile du tout. Ça crée de l'emploi, ça crée de l'industrie à l'Iran. C'était bon pour l'Iran. Est-ce que c'était bon pour la France? Oui, c'était bon pour la France parce que ça permettait à la France d'accentuer sa présence culturelle, industrielle. Dans toutes les rues de Téhéran, on voyait, ou d'Isfahan, on voyait des voitures fabriquées en France. Les garagistes devaient se former à la technique française. Des ingénieurs iraniens allaient venir en France. Tout ça était bon pour le rayonnement de la France. Donc c'était bon pour Peugeot, pour l'Iran et pour la France. Est-ce que c'était bon pour les ouvriers français? Ce n'était pas mauvais pour les ouvriers français puisqu'il y avait un quota de réimportation zéro en France. Peugeot ne pouvait pas réimporter en France des véhicules fabriqués en Iran. C'était seulement pour le marché local. Donc les ouvriers français gardaient leur emploi. Donc c'était bon pour tout le monde. Et donc là, on disait oui. Mais maintenant, c'est plus du tout ça. Hein. Maintenant, on n'a même plus le droit de dire oui ou non. De toute façon, c'est de plein droit. Donc toutes les entreprises s'enfuient pour aller créer leurs trucs à très bas coût de salaire et réimporter d'ailleurs les produits en France. C'est ça le système. Donc de la même façon, nous rétablirons... Alors ce que je voulais dire, oui, c'est que qu'est-ce que vous propose concrètement, hein, tous les autres partis pour empêcher cette hémorragie sans fin des usines en France? Ils vous proposent quoi, à part des belles paroles? Ils ne vous proposent rien, puisqu'ils refusent de vous proposer de sortir de l'Union européenne. Ça veut donc dire qu'ils maintiennent l'article 63, qui règle notre commerce extérieur et qui règle notamment nos échanges de capitaux. L'article 63 interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Alors vous avez M. Montebourg. Hein. En 2012, M. Montebourg s'est produit sur les scènes en faisant comme ça des grands mouvements. On va interdire les délocalisations. Mais comment pouvait-il interdire les délocalisations puisque la France restait dans l'Union européenne dont l'un des traités interdit d'interdire, justement? C'est là où il se moque de vous. Moi, je ne me moque pas de mes compatriotes parce que j'aime mon pays et puis j'aime mes compatriotes. Voilà, je suis là... Enfin, il est de temps en temps nécessaire que dans la vie des peuples et des nations, des gens se lèvent pour dire non par rapport à une situation de plus en plus injuste et inique où on est en train de manipuler des gens qui sont entraînés vers la misère parce que des gens leur racontent des cracks. Malgré les cracks, si on veut arrêter les délocalisations, il n'y a pas d'autre solution que de mettre un terme à l'article 63, point. De la même façon d'ailleurs que nous rétablirons également des autorisations préalables pour tous les achats étrangers des actifs du patrimoine national. Peut-être fixerons-nous un plafond, un plancher minimum. On peut considérer peut-être que des achats d'actifs de moins de 5 millions d'euros seront de plein droit, ce qui permettra déjà à des oligarques russes ou à des gens de s'acheter des baraques à 3-4 millions d'euros. Ça va, c'est déjà pas mal en France. Mais actuellement, on assiste à quoi? On assiste à ça, le château de Gevrey-Chambertin, vendu à un Chinois qui a fait fortune à Macao, l'un des grands crus des Côtes de Nuit en Bourgogne. Eh bien, nous dirons non. On assiste à ça, le Qatar qui rachète la France, le Paris Saint-Germain, l'hôtel Martinez à Cannes, l'un des très grands hôtels particuliers de la place Vendôme, le Ritz, le Prince de Galles, le Georges V, tout ça, c'est le Qatar qui rachète. Bien, nous dirons non. Voilà. Alors, c'est sûr que peut-être l'émir du Qatar ne va pas me donner des valises de billets pour mener ma campagne présidentielle. C'est possible.
Mais ça ne nous empêchera pas de dire ce que nous pensons. Nous dirons non. Nous dirons non également lorsque, par exemple, ça s'était sorti dans la Tribune il y a 2 jours, et si l'État vendait l'aéroport de Toulouse aux Chinois, eh bien nous dirons non. Et puis aussi, pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas la Joconde à Goldman Sachs et puis le château de Versailles à JP Morgan pendant qu'on y est? Nous dirons non. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en disant non et en interdisant cela, nous ferons ce que font les autres pays du monde. Puisque, comme je le dis souvent, si par exemple, Florence, vous gagnez 100 millions d'euros à l'euro-million du vendredi prochain, vous ne pourrez pas acheter un hôtel au Qatar, ou vous ne pourrez pas acheter un très grand jardin de thé en Chine, parce que les Chinois ou les Qataris diront interdit. Comment ça interdit? Interdit. Mais attendez, interdit par notre législation. Les autres pays du monde se protègent et nous sommes interdits de nous protéger par les règles, les traités européens. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. La mondialisation, c'est un jeu de c'est-à-dire que la mondialisation n'a pas les mêmes règles pour tout le monde. Nous voulons que tout le monde ait les mêmes règles et la réciprocité. Donc ça, c'est justement ce qui nous permettra de lutter contre ça. Que proposent d'ailleurs tous les autres partis pour empêcher ce pillage? Rien. Rien que des belles paroles. On le voit bien d'ailleurs. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé sous Chirac, sous Sarkozy, sous Hollande? Les délocalisations à tout va et le pillage généralisé. Voilà. Puisque l'article 63 nous interdit d'agir. Exemple de mesures permises par notre sortie de l'Union européenne, la fin de la fuite fiscale des grandes entreprises. On a appris il y a quelques jours ce qu'on a appelé le LuxLeaks. Le Luxembourg est un paradis fiscal pour 340 multinationales. Des entreprises multinationales s'arrangent avec le Luxembourg pour faire apparaître des bénéfices au Luxembourg et faire apparaître des pertes dans les autres pays. Résultat, eh bien, il n'y a pas d'impôt à payer en France, etc. Et comme l'impôt est extrêmement faible au Luxembourg, elle ne paye pas d'impôt du tout. On est en train de revenir à ce qu'a créé la Révolution française. Oui, ceux qui payaient les impôts, c'était les pauvres, et ceux qui étaient les plus riches n'en payaient pas. Eh bien, on est en train de revenir à cette situation. Actuellement, ce sont les Français, même les plus pauvres, qui payent les impôts. Même s'ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, tout le monde paye l'impôt sur la TVA, que les gens les plus riches organisent leur évasion fiscale. Et ça, c'est permis justement, toujours, notamment par cet article 63 de l'Union européenne. Que vous proposent concrètement tous les autres partis pour empêcher cette fraude fiscale, qui explique d'ailleurs en partie la hausse de notre dette publique? Rien. Ils refusent de sortir de l'Union européenne. Exemple de mesures permises par notre sortie de l'Union européenne, l'interdiction des OGM. On ne peut pas interdire les OGM puisque ça nous est imposé par les réglementations européennes. Sortant de l'Union européenne, nous pourrons interdire les OGM conformément à ce que souhaitent les Français. La protection de l'agriculture traditionnelle et du niveau de vie des agriculteurs. Actuellement, les agriculteurs français sont placés dans une situation de plus en plus épouvantable, avec un euro qui est extrêmement élevé, qui rend les productions agricoles françaises très chères, et des contraintes de productivité, puisqu'il faut qu'ils aient la même productivité que les grandes plaines de l'Oklahoma, par exemple, ou de l'Arkansas, ou du Saskatchewan au Canada. En sortant de l'Union européenne, nous pourrons arrêter le désastre de l'agriculture française et redonner des marges de manœuvre à l'agriculture française. L'autorisation à la Banque de France de monétiser une partie du déficit public, nous la réautoriserons. C'est la fameuse loi dite la loi Pompidou de 1973 qui n'existe plus. C'est l'article 125 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. En sortant des traités, nous pourrons, en tant que de besoin, faire ce genre d'opération. Ce que nous pourrons faire aussi, c'est le retrait immédiat de la France du réseau INDECT, ce réseau de surveillance généralisée financé par l'Union européenne, notamment pour surveiller vos courriers électroniques. Nous avons vu les jours d'avant, nous avons vu les jours pendant, il nous reste les jours d'après. Je ne sais pas si on va me laisser le temps de parler de tous les jours d'après. J'espère que oui, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes venus. Les jours d'après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, comme le disent certains, sortir de l'Union européenne, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est épouvantable, c'est affreux et c'est impossible? Alors j'ai quand même toute une série d'arguments à vous présenter. Premièrement, est-ce qu'il est insensé de vouloir sortir de l'Union européenne et de rester en dehors? Il suffit de regarder ce qui s'est passé autour de nous. Je signale
qu'en octobre 2013, sous la pression populaire, le gouvernement islandais a annoncé qu'il abandonnait le projet d'adhésion de l'Islande à l'Union européenne. Est-ce que l'Islande a pété les plombs? Je signale au passage, vous savez combien il y a d'habitants en Islande? Il y a 320 000 habitants en Islande. Et les Islandais ont décidé, comme des grands, avec souveraineté, dignité, de dire non à l'entrée dans l'Union européenne. Et nous, on nous explique que la France, qui est la 4e ou 5e puissance économique mondiale, ne pourrait plus être à la taille de ce que fait l'Islande, qui a 320 000 habitants et qui est perdue dans les glaces à côté du Groenland. La sortie de l'Union européenne va-t-elle conduire la France à fermer ses frontières? Ça, c'est des grandes théories. Vous allez isoler la France va être refermer ses frontières. Voici quelques photos que je suis intéressé de vous montrer. Ça, il s'agit de la frontière des États-Unis avec le Mexique le long du Rio Grande. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, vous parlez des États-Unis, nous, on n'est pas les États-Unis. Alors parlons d'un autre pays dont on parle assez peu. Ça, c'est la frontière d'Israël avec les territoires occupés de Palestine, avec le mur de séparation à Jérusalem-Est, ou bien ici, le mur de séparation encerclant la bande de Gaza, transformant la bande de Gaza en une espèce de camp de concentration à ciel ouvert. D'ailleurs, en ce moment, toutes les issues sont fermées. Les gens sont pris comme dans un trou à rats. Ce mur a été condamné par l'ensemble de la communauté internationale à l'ONU. Même l'Union européenne l'a condamné. C'est dire. Ils le font quand même. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est Israël. Oui, mais on n'en parle jamais. Alors, c'est vrai que c'est Israël, c'est vrai que c'est les États-Unis, mais alors parlons d'autre chose. Eh bien, parlons des frontières de l'Union européenne. C'est quoi les frontières actuelles de l'Union européenne? Est-ce que vous savez comment ça marche? Les frontières extérieures de l'Union européenne? Vous savez pas, mais je vais vous montrer un peu comment ça marche. Ça, c'est la frontière barbelée en ce moment en cours d'installation par la Grèce le long de l'Evros, la frontière avec la Turquie à partir de février 2012 avec le ministre de l'Intérieur grec qui examine comment on est en train de protéger l'Europe. Le mur de Berlin n'a rien à envier à ceci. Eh bien, ces gens essayent de passer par ces enclaves. Et ces enclaves se protègent de cette façon. On ne vous en parle jamais de ces frontières-là. Ceux qui vous disent quoi? Vous voulez sortir de l'Union européenne? Vous voulez rétablir des frontières? Mais moi, je dis, et ça, c'est quoi ça? C'est de la blanquette de veau? Voilà les frontières avec ici des migrants qui veulent essayer d'entrer dans l'Union européenne. L'Union européenne a bâti des frontières qui sont absolument sévères. Et parfois où il y a d'ailleurs de nombreux morts. Alors si je vous dis ça, c'est pour attirer l'attention sur le cynisme de l'argument des frontières, l'indignation sélective des européistes, ceux qui veulent faire peur aux Français en agitant la menace de la fermeture des frontières en cas de sortie de l'UE sont les premiers à construire des frontières d'une extrême cruauté où des centaines de migrants meurent chaque année. Le problème qu'ils ont, ce qui les dérange, ce n'est pas du tout le principe des frontières, ils sont pour. Ils sont pour. La construction européenne est un apartheid planétaire qui est en train de construire des frontières à côté desquelles le rideau de fer et le mur de Berlin sont de la gnognotte. Ils sont pour les frontières. Ce qui les dérange, c'est la réappropriation par une nation d'Europe de son droit à gérer les entrées et les sorties sur son territoire et encore plus à un pays de sortir de cette prison des peuples et de cet apartheid planétaire qu'est la construction européenne. C'est ça qui les dérange. Quant les contrôles aux frontières actuellement, en dehors de l'espace Schengen, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'étranger. Vous êtes peut-être déjà allé à Djerba en Tunisie, ou vous êtes peut-être déjà allé à New York, ou vous êtes peut-être déjà allé à Marrakech au Maroc, ou à Moscou, ou à Tokyo, ou même à Londres, ou à Dublin. Eh bien, dans ces cas-là, vous êtes allé peut-être prendre votre avion à Roissy, et vous avez franchi les frontières. Et donc, c'est que nous sortons de l'Union européenne, ça c'est avant la sortie de l'Union européenne, mais après la sortie de l'Union européenne, mais ça sera exactement la même chose. Parce qu'actuellement, quand on entre ou quand on sort de France, il y a des contrôles aux frontières, c'est le cas le plus général. Lorsque, par exemple, on va au Royaume-Uni, eh bien, il y a les contrôles aux frontières, avant et après, c'est exactement pareil. Donc la seule chose qui se pose, en fait, avec ces affaires de frontières, eh bien, c'est ce que l'on appelle l'espace Schengen. Il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle dans l'espace Schengen des pays
qui se sont regroupés, qui sont ici en rouge, qui font partie d'un espace où il n'y a plus de contrôle aux frontières. Donc ça veut dire en pratique, si vous passez la frontière espagnole en Belgique, frontière terrestre, ou avec l'Allemagne, le Luxembourg ou l'Italie, il n'y a plus de contrôle aux frontières. Ça, c'est exact. Mais en revanche, vous voyez qu'il y a des pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans l'espace Schengen. C'est notamment le Royaume-Uni et l'Irlande. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle à Calais, à Sangatte, il y a énormément de migrants qui sont bloqués, puisque justement, il y a un contrôle aux frontières. Vous voyez qu'il y a en revanche des pays comme la Norvège ou l'Islande qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui, elles, sont dans l'espace Schengen. Donc en réalité, les seules choses qui pourraient éventuellement être changées lorsque la France sortira de l'Union européenne, ce sont les contrôles aux frontières terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne, et les contrôles aux frontières aériennes avec les 25 États de l'espace Schengen. Et ce que nous avons toujours dit, c'est que nous soumettrons aux Français, par un grand débat national, ce qu'ils veulent. On demandera aux Français ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin d'en faire une proposition idéologique ou un combat, une espèce de nouvelle guerre de religion. Est-ce que les Français souhaitent ou non rétablir des contrôles aux frontières comme le font le Royaume-Uni, l'Irlande ou les États-Unis d'Amérique que l'on nous présente constamment comme le paradis terrestre dont nous devons tout imiter? Ou bien est-ce que les Français souhaitent conserver leur place dans l'espace Schengen, tout en ayant quitté l'Union européenne, puisque je rappelle que la Norvège ou l'Islande ne sont pas dans l'Union européenne et sont dans Schengen. Ce sont deux choses disjointes. On peut même envisager d'ailleurs que les Français choisissent une solution mitigée, avec par exemple des contrôles aux frontières vis-à-vis de l'Espagne et de l'Italie, aux frontières terrestres, et puis pas de contrôle aux frontières aériennes avec les pays scandinaves, s'il s'agit de mieux contrôler l'immigration des pays du Sud. Tout ça n'est pas quelque chose qu'il faut politiser à l'extrême. Tout ça, c'est simplement du bon sens. Alors certains vont dire, oui, mais la sortie de l'Union européenne va nous coûter une fortune. Heureusement que l'Europe est là pour payer l'agriculture, vous ne vous rendez pas compte. Alors ceux qui vous disent ça, nous leur disons, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris à la façon dont fonctionne l'Union européenne. L'Union européenne ne produit strictement rien. Comme le disait De Gaulle, l'Europe, ça n'est exclusivement les fonctionnaires et l'argent que les pays ont mis dedans. Et puis ces fonctionnaires que l'on fait mariner dans des tours produisent des directives. Mais ça, produire de la norme, ce n'est pas de la richesse, c'est plutôt de l'emmerdement. Alors, il faut comprendre comment fonctionne l'Europe. En fait, l'Europe est une fantastique pompe aspirante et refoulante d'argent. En fait, chaque pays donne de l'argent à l'Europe, à l'Union européenne, et l'Union européenne redonne de l'argent à chaque pays. Alors évidemment, si l'Union européenne redonnait à chaque pays l'argent que chaque pays a donné à l'Union européenne, ça ne servirait à rien. Il n'y aura plus qu'à fermer boutique. Donc ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des pays qui donnent plus qu'ils ne reçoivent. On les appelle les contributeurs nets. Et il y a des pays qui reçoivent plus qu'ils ne donnent. On les appelle les bénéficiaires nets. Et donc voilà le schéma. Progressivement, des ponctions sont faites sur les pays les plus riches au profit des pays en retard. Et puis il y a un détournement, une espèce de dérivation qui est empochée par la Commission européenne pour ses bonnes œuvres, c'est-à-dire pour son propre fonctionnement, le fonctionnement de ses commissaires européens, de ses fonctionnaires européens, et puis également les fonds européens, les divers et variés. Alors, ça veut dire quoi, ce système? Ça veut dire que, par exemple, en 2012, chaque année, c'est ce que j'ai reconstitué. Je n'ai jamais d'ailleurs été attaqué là-dessus, c'est-à-dire que mon calcul est peut-être finalement encore pas assez sévère. En 2012, la France a versé en gros 21 milliards d'euros à Bruxelles. Ici, c'est la Commission européenne. Et la Commission européenne a reversé à la France 14 milliards d'euros sous forme d'aide aux agriculteurs, de fonds du FEDER, d'aide à la recherche, d'aide aux associations, d'aide aux régions. C'est-à-dire que l'argent que verse la France, nous en sont restitués les 2/3 pour mener des politiques imposées par l'Europe, fussent-elles les plus absurdes possibles. Et le dernier tiers sert à financer une vie de nabab des fonctionnaires européens qui partent à la retraite au bout de 15 ans, à un taux plein, qui gagnent des sommes phénoménales. Et le reste est donné à d'autres pays
au nom de l'Union européenne, c'est-à-dire que ceux qui reçoivent notre argent ne savent même pas que c'est nous qui payons. Chapeau! Vraiment, comme stratégie, c'est fantastique. On fait croire à la population française que si l'Europe n'était pas là, on ne pourrait pas financer la recherche. Alors que si nous sommes sortis de l'Union européenne, non seulement nous pourrons la financer directement, mais on aura 7 milliards d'euros en plus à dépenser pour notre propre compte. Alors ça, il ne faut surtout pas que vous le sachiez. Mais enfin, vous voyez cette escroquerie extraordinaire qui a un impact considérable sur l'unité nationale. Voici ici un village que vous ne connaissez peut-être pas, même assez probablement pas, puisque ici c'est la France et de l'autre côté de ce fleuve, cette côte que vous voyez en face, c'est le Brésil. Le fleuve s'appelle l'Oyapock et la ville s'appelle Saint-Georges de l'Oyapock. C'est une commune française, de Guyane française. Eh bien, sur ce panneau, vous voyez le drapeau, enfin le blason de la commune et le drapeau européen. Et le financement de l'opération pour l'amélioration des voiries, eh bien, vous avez tout simplement la commune, le département et le FEDER, c'est-à-dire le Fonds européen de développement régional. C'est-à-dire que nos compatriotes de Guyane qui se renseignent un petit peu sont fondés à se dire « mais finalement, la France nous laisse tomber, heureusement que l'Europe est là. Prenons donc notre indépendance. C'est fait pour. » Ce qui existe à Saint-Georges-de-l'Oyapock, on vous le trouvez à Rouen. Au port autonome de Rouen, c'est les travaux financés par l'Union européenne, le port autonome de Rouen, le Conseil régional de Haute-Normandie, le Conseil général de Seine-Maritime, la communauté d'agglomération rouennaise. Celui qui paye le plus, la structure qui paye le plus, c'est la République française, n'apparaît pas. Parce que l'Union européenne, ce sont les fonds versés par la République. Le Conseil général et le Conseil régional, c'est financé par les taxes d'habitation, taxes foncières décidées par la République, payées par les contribuables français. Mais si vous habitez à Rouen, vous vous dites « mais finalement, on peut se passer de la France », autant avoir une Normandie réunifiée, une province indépendante qui traitera directement avec Bruxelles pour avoir l'argent. Et on va dire la même chose en Bretagne, on va même financer le mouvement des bonnets rouges. Et on va dire la même chose aux Corses. Et la même chose aux Alsaciens, puisque c'est la même chose en Alsace. Les travaux sont faits par l'Union européenne, la France n'apparaît plus. Les gens sont fondés à se dire « mais qu'est-ce que c'est que cette France qui ne cesse que de nous envoyer des réglementations ?» Parce que les réglementations, on les fait porter le chapeau aux énarques, mais les réglementations sont décidées par la Commission. Donc nous, on nous fait faire le sale boulot, l'État fait faire c'est le sale boulot, et puis les subventions, le bon boulot, il est prétendument venant de l'Union européenne. Ne vous laissez donc pas intimider par la propagande. Les subventions dites européennes sont en fait payées par les Français, ne représentent qu'une partie de ce que nous versons, en gros les 2 tiers. Si nous sortons de l'UE, non seulement la France pourra toujours verser le même montant de subventions aux agriculteurs, sauf que cette fois-ci, les agriculteurs de l'Aveyron, de l'Ardèche, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et de toute la France recevront les subventions avec le drapeau de la République française, ce qui est normal puisque c'est la République française qui paye, c'est-à-dire la collectivité nationale. Et deuxièmement, nous aurons 7 milliards d'euros de plus, soit à économiser pour diminuer notre dette publique, ça ne serait pas forcément inutile, puisqu'on s'endette en définitive pour payer la Commission européenne, hein. Ou alors à consacrer à des politiques sociales. Dans notre programme, c'est ce qui est prévu, de faire un grand programme de logements sociaux, parce qu'il y a énormément de Français qui ont les plus grandes difficultés à se loger. On a appris le 5 novembre 2014, vous voyez que je vous ai soigné aux oignons, je vous ai préparé quelque chose qui soit le plus d'actualité. C'était il y a 3 jours. La Cour des comptes européenne, il y a une Cour des comptes en Europe, qui a publié un rapport qui a révélé que selon des estimations partielles, l'Union européenne aurait dépensé par erreur 6,97 milliards d'euros en 2013. Dépensé par erreur. C'est en permanence des détournements, c'est normal. Quand vous avez une bande de types dans un burlingue à Bruxelles et qui font des subventions à 2500 km sans y rien connaître, ça favorise évidemment toutes les escroqueries. Je vous renvoie à une conférence que j'ai faite qui s'appelle « L'Europe, c'est la paix » où je vous montre toute une série d'escroqueries plus inimaginables les unes que les autres
En particulier, il y a des pays spécialistes, la Roumanie, la Bulgarie, etc., qui s'y entendent parfaitement. Et je vous dirai tout à l'heure, si vous le voulez, pendant le buffet, à ceux que ça intéresse, comment devenir millionnaire en escroquant l'Union européenne. C'est très facile. Il suffit d'aller voir l'Union européenne avec un projet mirobolant chantant les gloires de l'Union européenne et jouant la brosse à reluire auprès du technocrate de Bruxelles en disant il faut absolument se mobiliser pour ce beau projet européen face au populisme. Donnez-moi donc 2 millions d'euros, je vais faire des cartes postales. C'est comme ça que ça se passe. On nous a en gros ponctionné 7 milliards d'euros l'année dernière, alors qu'au même moment, on ferme les services publics, des classes, des écoles, on supprime des postes d'infirmiers, des postes de gendarmes, de policiers, on dérembourse des médicaments, donc du coup, les gens ne peuvent plus se soigner les dents. On les appelle les sans-dents, d'ailleurs, vous connaissez ? La sortie de l'Union européenne va-t-elle entraîner la fin d'Airbus et la fin d'Ariane ? Vous connaissez ça, des gens qui vous disent « Mais enfin, quand même, l'Europe, c'est Airbus !» Comment vous pouvez être contre Airbus ? Ben, je suis désolé, je vais encore être obligé de vous déniaiser, si j'ose dire. La part américaine d'un Airbus A380 atteint 38% lorsque l'appareil est motorisé Pratt & Whitney. En termes de part de la fabrication, les États-Unis sont le premier pays fabricant d'Airbus A380. Je suis désolé de vous décevoir. Alors, ceci me permet d'attirer votre attention sur quelque chose d'important. Voici ici les pays de l'Union européenne. Et puis, voici Airbus. Et par un coup de baguette magique, je vais déterminer quels sont les pays qui participent à la construction d'Airbus. En réalité, c'est d'abord et avant tout la France et l'Allemagne, puis un peu moins l'Espagne et le Royaume-Uni, encore moins les Pays-Bas et l'Italie, encore moins l'Autriche, la Pologne, la Belgique, la Slovaquie, la Suède, la Finlande et la République tchèque. 15 des 28 États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire plus de la moitié, ne jouent absolument aucun rôle, ne mettent même pas une vis dans Airbus. En revanche, les États-Unis, le Japon, le Mexique, le Canada, l'Australie, la Malaisie, la Corée du Sud, la Chine populaire ont des parts très importantes dans Airbus. Il y a 10 entreprises japonaises qui fabriquent des parties très fondamentales de Airbus, A380 notamment. Tous ces pays ne sont pas dans l'Union européenne. Donc tout ce que je veux vous dire là, c'est qu'Airbus n'est pas un avion européen. C'est un avion international. L'Union européenne n'est absolument pour rien. L'Union européenne n'a joué aucun rôle à aucun moment dans Airbus depuis sa création. Airbus a été créé par la volonté de Charles de Gaulle qui avait souhaité développer une coopération internationale entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne dans le domaine aéronautique, point. Et ceci me permet d'attirer votre attention. Je crois que c'est dommage que si vous n'aviez pas vu cette planche, parce que c'est à mon avis l'une des peut-être des plus importantes planches de toute cette conférence. C'est qu'il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre deux concepts tout à fait différents qui sont la coopération internationale d'une part et l'intégration supranationale d'autre part. Nous, à l'UPR, nous sommes favorables aux coopérations internationales. Les européistes vous disent que nous devons faire de l'intégration supranationale. Nous ne sommes pas fermés sur le monde, nous voulons des coopérations internationales. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, la coopération internationale, c'est que sur un projet, on réunit des États, des entreprises, des pays, quels qu'ils soient, que ce soit en Europe, en dehors de l'Europe, peu importe. Ce sont des gens qui veulent participer à un projet. Dans la coopération, dans l'intégration supranationale, on part d'un tout autre principe. On part d'un principe que c'est les États qui sont sur le continent européen qui doivent obligatoirement coopérer entre eux. C'est un principe géographique. Dans le premier cas, c'est un principe d'objectif. Est-ce que vous voulez coopérer sur cet objectif ? Dans le deuxième cas, c'est puisque vous êtes sur le continent européen, vous devez coopérer. C'est ça, le projet européen, c'est un truc de dingo si vous y réfléchissez. Alors il y a encore un autre argument. Vous allez isoler la France du reste du monde. C'est un argument un peu différent de l'argument des frontières. C'est comme si on allait être le mouton noir du monde diplomatique international. Alors, comme d'habitude, moi je prends
ma rationalité, je me renseigne et je regarde ce qui nous relie au monde extérieur. On veut faire croire aux Français que ce qui nous relierait au monde extérieur serait exclusivement l'Union européenne. C'est faux. C'est une histoire de dingue, ça aussi. En réalité, la France restera liée à l'Allemagne par des traités bilatéraux, si nous sortons de l'Union européenne, pas moins de 252 traités. Par exemple, les conventions de non-double imposition, les échanges d'étudiants entre la France et l'Allemagne, la délimitation des frontières. De même que nous aurons 500 traités qui nous relieront à la Belgique, 430 à l'Espagne, 263 à la Grèce, 175 à la Hongrie, 488 à l'Italie, 127 à l'Algérie, 129 à la Chine, 294 aux États-Unis, 102 au Japon, 183 à la Russie, etc., etc. En d'autres termes, si on prend les traités de la France avec tous les États du monde, nous avons 4 877 traités bilatéraux, 1 776 traités multilatéraux. Au total, 6 653 traités qui nous relient au reste du monde en dehors de l'Union européenne. Donc ceux qui vous disent que si la France sortait de l'Union européenne, elle serait isolée, vous leur répondez quel bobard! Lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, elle restera liée aux 195 autres États du monde par 6 653 traités. Excusez du peu. On comprend effectivement, quand un journaliste de renom m'a dit ils ne veulent pas débattre avec vous parce qu'ils ne savent pas quoi vous répondre. Oui, parce que je démasque tous les mensonges de la propagande. Les organisations internationales dont la France restera membre après être sortie de l'UE, l'Organisation des Nations Unies dont nous resterons membres permanents du Conseil de sécurité alors que nous risquons de perdre ce siège permanent si nous restons dans l'UE. L'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU, l'Office international des migrations, le Haut Commissariat pour les droits de l'homme, l'Organisation internationale du travail. Vous voulez que je continue? C'est bon, hein? Quelles vont être les conséquences de la sortie de l'euro? C'est l'évolution du taux de change entre le franc et l'euro. Les Européens ont tenté d'effrayer les Français en leur certifiant que le franc sera victime d'attaques spéculatives incessantes, que son cours s'effondrera, que les étrangers s'enfuiront en se pinçant le nez, que le chômage galopera, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va entendre? On l'entend déjà. Mais c'est en ce moment que les gens s'en vont. D'ailleurs, ce n'est pas les étrangers qui s'enfuient, c'est les Français qui s'enfuient. C'est en ce moment que le chômage galope. C'est en ce moment que la France s'effondre. C'est en ce moment qu'il faut qu'ils rendent des comptes. Comment peut-on encore faire confiance à des gens qui vous ont tous trompés sur tout depuis 20 ans, 22 ans? Il faut en tirer les conséquences. Il ne faut plus écouter M. Jacques Attali, M. Michel Rocard, M. Jacques Delors, M. Valéry Giscard d'Estaing, M. Michel Sapin. Il ne faut plus les écouter. Ce sont des gens qui sont là pour vous tromper, qui vous ont trompé sur tout. Il faut maintenant changer de musique et écouter les gens qui ne se sont trompés sur rien. Et grâce à Internet, maintenant, vous avez la possibilité de revenir en arrière, de faire un retour, un flashback. Allez regarder ce que je dis depuis 7 ans que j'ai créé l'UPR. Trouvez une seule erreur dans ce que je vous ai dit. Allez écouter, il n'y a pas que moi, allez regarder ce que Philippe Séguin, en 1992, à l'Assemblée nationale, avait dit sur ce qui allait se passer si nous ratifions le traité de Maastricht. 99% de ce qu'il dit a été totalement confirmé par les événements. C'est à ça qu'il faut revoir où est la vérité, où est le mensonge. Tous ceux qui avaient mis en garde sur dire non au traité de Maastricht et non à l'euro ont eu raison sur toute la ligne. Tous ceux qui vous ont dit le contraire ont eu faux sur toute la ligne. En réalité, si nous dégageons des déficits commerciaux énormes, c'est parce que l'euro est surévalué et que l'euro ne peut être, pour convenir à la France, il faut avoir un euro égale $1 à peu près. Sinon, on peut acheter effectivement à l'étranger. Mais on torpille notre industrie, les usines ferment, les unes après les autres, le chômage augmente et les gens s'appauvrissent. C'est exactement ce qui se produit. C'est pour ça qu'il faut que le franc baisse. Alors des gens vont dire, oui, mais si le franc baisse, on paiera l'essence plus cher, on paiera le pétrole plus cher. C'est vrai. Mais en économie, il
Il n'y a jamais 100% de bénéfices ou 100% de pertes. Il y a toujours du pour et du contre. Alors on paiera le pétrole plus cher, c'est exact. Mais je vous rappelle que l'essence à la pompe, il y a 55% de taxes. Et puis il y a 20% de raffinage, transport et distribution. Donc si on s'arrange bien, l'État pourra, en diminuant un peu la taxe sur les produits pétroliers, atténuer, voire faire disparaître complètement le surcoût que procurera la baisse du franc par rapport au dollar en cas pour les produits pétroliers. Ça, c'est vrai qu'il y aura quelques inconvénients. Les produits étrangers coûteront plus cher, c'est vrai. Mais les produits français coûteront beaucoup moins cher. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, ça a été réfléchi, notamment par Jacques Sapir et Philippe Murer, qui ont publié une étude qui fait plusieurs dizaines de pages, fondée sur des modèles économétriques. Ils ont fait tourner leurs ordinateurs, les scénarios de dissolution de l'euro, avec 3 hypothèses de situation. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Une dissolution de la zone euro, une forte dévaluation du franc aurait des effets extrêmement bénéfiques pour l'industrie française, avec une augmentation très forte de la production et des exportations, une très forte hausse des investissements français et étrangers en France et un début de relocalisation d'industrie en France. Ben oui, puisque le travail des Français coûterait 30% moins cher vu de l'extérieur, des entreprises viendraient se relocaliser en France, parce que ça n'a pas que des avantages de se délocaliser, parce que la main-d'œuvre française est considérée généralement comme une excellente main-d'œuvre, avec des ouvriers très qualifiés, quoi qu'on en dise, avec des bons ingénieurs, d'excellents agents de maîtrise. Donc une entreprise, si d'un seul coup ça coûte 30% moins cher, ils vont se dire mais finalement, quand on envoie faire nos trucs au Bangladesh, en fait les produits qui nous sont envoyés, c'est des produits à moitié mal foutus. Ça vaut peut-être le coup payer un tout petit peu plus cher, mais que ça soit fabriqué en France. Et puis enfin, quelles vont être les conséquences de la sortie de l'UE et de l'OTAN sur la diplomatie française? La diplomatie française, comme toutes les diplomaties, doivent s'intéresser à la géopolitique. Or, ce qui gouverne la géopolitique, malheureusement, c'est souvent des choses très, très matérielles. C'est notamment l'accès aux hydrocarbures, la clé de la croissance et de la richesse, la clé de l'énergie. Et au lieu de faire alliance avec les pays, alliance, mais une alliance amicale, fructueuse, une vraie coopération fondée sur l'amitié, la connaissance mutuelle, l'appréciation mutuelle, au lieu de faire alliance avec les pays d'Afrique, d'Amérique latine ou du Moyen-Orient, qui seront les principaux détenteurs de pétrole dans 40 à 100 ans, la France s'est enfermée avec la construction européenne et elle va s'enfermer davantage encore avec le grand marché transatlantique dans une alliance avec les États-Unis d'Amérique et les pays d'Europe qui seront les États qui n'auront plus de ressources. Mais vraiment, chapeau! Chapeau en matière stratégique. On s'allie avec ceux qui n'auront rien. La conséquence de ça, c'est que sortir de l'Union européenne permettra de mettre un terme à cette stratégie suicidaire et de nouer des partenariats stratégiques avec les États détenteurs de réserves. Parce que sinon, sinon nous allons faire ce qui est en train de se passer. Nous allons être entraînés dans la politique néocoloniale d'appropriation, de rapine et de vol menée par les États-Unis d'Amérique qui veulent s'approprier par la violence, par la force, les ressources énergétiques du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Amérique latine et de la Russie. Nous avons donc le choix entre être du côté de la justice, des rapports pacifiques avec l'ensemble des pays du monde, ou faire le choix d'être avec les gangsters qui veulent piquer aux autres par la force leurs réserves. C'est ça le vrai choix qui s'offre à nous. La priorité que nous voulons donner, c'est la priorité à la francophonie. Paris, dans la capitale, nous proposerons de transformer l'UNESCO en un parlement de la francophonie pour changer complètement la francophonie de l'eau du bocal. Parce que la francophonie, il faut arrêter de faire de la francophonie de grand-papa pointilleux sur l'imparfait du subjonctif. La francophonie, ça doit désormais être autre chose, ça doit être une vision du monde, une vision partagée, une autre vision que le monde anglo-saxon. Une autre façon de concevoir la vie en société qui ne soit pas uniquement fondée sur l'adoration du veau d'or. Parce que la langue française, la civilisation française, a d'autres valeurs que celles-là. Et nous pouvons proposer à nos partenaires francophones de se rallier à ce Parlement afin de contrecarrer la théorie racialiste et guerrière du choc des civilisations promue par les think tanks américains et dont la construction européenne n'est qu'une application régionale. Nous allons permettre l'élaboration de positions communes de la francophonie sur les grands sujets planétaires. On essaiera, puis si on n'y arrive pas, on ne le fera pas. Il ne s'agit pas de faire une union africaine, une union francophone comme il y a une union européenne. Il s'agit d'avoir des pays souverains qui pourront
peser de tout leur poids s'ils sont plus nombreux, s'ils sont d'accord pour avoir une même vision des choses, par exemple, sur la situation au Moyen-Orient. S'il y avait 30 pays francophones qui disent la même chose, ça pèse de tout son poids. Ou bien sur le système financier international, ou sur la réforme du Fonds monétaire international. En fait, c'est donner à la francophonie une vision politique, en finir avec la France-Afrique, les liens de domination néocoloniaux, mais nouer un vrai partenariat avec ces pays dont, en fait, nous sommes beaucoup plus proches qu'il n'y paraît parfois. Et puis, ce n'est pas seulement la francophonie, c'est aussi la priorité à l'universel. C'est les Français qui ont inventé les expositions universelles. Universel, ça veut dire que la France ne fait pas le distinguo entre des pays serviettes et des pays torchons. Ça, c'est une vision d'apartheid. Nous disons qu'au 3e millénaire, tous les peuples du monde sont égaux. C'est justement, il faut en finir avec le 2e millénaire. Il faut désormais considérer que toute l'humanité est égale. Il faut considérer que tous les pays doivent défendre leur identité nationale parce que rien ne serait pire. Le pire cauchemar, je crois, qui pourrait arriver, c'est que nos arrière-petits-enfants, au XXIIIe siècle, aient une planète qui ne soit couverte que de Kentucky Fried Chicken et où tout le monde parle américain. C'est l'horreur. Nous devons donc défendre la biodiversité des espèces végétales et animales, mais aussi la biodiversité des peuples et des nations. Tel est notre programme. Nous vous appelons à une véritable révolution politique qui consiste tout simplement à faire que la France redevienne la France. Merci beaucoup de votre attention.